Salut l'équipe, je m'appelle Romain Auger, bienvenue sur le podcast De Rien. De Rien, c'est le podcast où nous allons explorer et cultiver ensemble notre potentiel financier. L'idée est de visiter des sujets divers et variés, tels que l'immobilier, les business et les side business, la bourse, les cryptos, en bref, parler de tout et de rien. Nous irons là où nous mène notre curiosité à travers des épisodes solo, des revues de lecture, des interviews, en fonction de nos coups de cœur et passions du moment. Alors attention, ici ce n'est pas l'élite, nous partons de rien. Et donc nous allons nous efforcer d'augmenter nos savoirs et nos succès de manière très pragmatique, que tu puisses te sentir avancer à chacun des épisodes écoutés. Plus de spé, moula, pes, thune, zeyo, lové, ou encore pour les plus anciens, du Grisby, ça ne rend pas plus heureux, mais ça y contribue un petit peu, non ? Alors si tu apprécies le morceau, n'hésite pas à me dire merci en commentaire, ou encore mieux en t'abonnant à ce podcast. Je ne manquerai pas de te répondre avec mon plus beau de rien. Et salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement en Espagne et plus précisément à Busot chez mes parents. C'est une petite ville, un petit village on va dire qui est tout près d'Alicante. Donc je suis un peu dans une pièce particulière puisqu'il n'y a pas beaucoup de pièces qui sont bonnes pour enregistrer. Là c'est une espèce de véranda où il y a pas mal d'écho. Donc j'ai fermé toutes les fenêtres pour éviter d'avoir des bruits de vent, mais aussi de cigales, puisqu'il y a pas mal de cigales et d'oiseaux. Donc c'est hyper sympa, mais forcément pour l'enregistrement, ça serait peut-être un peu plus particulier. J'espère qu'avec tous les traitements de son qu'on va faire derrière, ça fera quand même un bon épisode et que ça sera agréable à écouter pour vous. En tout cas, j'espère que, fidèle auditeur ou auditrice, tu as la pêche. Moi, je suis hyper content de te retrouver pour cet épisode. Et aujourd'hui, je vais sortir l'emoji livre, puisque ce sera une revue littéraire. Et d'ailleurs, j'en profite pour corriger. Je vais essayer de me rappeler que c'est bien un emoji que je vous sors à chaque entrée d'épisode et non pas un émoticône, puisque j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'en fait, émoticônes, ce sont les symboles qui sont faits par les ponctuations du clavier, hein, les deux points, les points-virgules, etc. Alors que les emojis sont bien les illustrations utilisées notamment sur le téléphone. Et donc, moi, je parle un peu plus finalement d'emoji que d'émoticône. Ouais. Petit détail pour chipoter, mais je trouvais la différence à préciser intéressante. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un ouvrage qui est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Donc j'espère que je le prononce bien, puisque c'est un prénom et nom brésilien. Voilà, c'est un ouvrage qui a été souvent cité, que j'ai souvent retrouvé. Je ne dirais pas que j'en entends souvent parler, contrairement à d'autres ouvrages dans l'investissement et le développement perso. Néanmoins, il revenait assez régulièrement. Et donc, je ne sais plus si je t'en ai déjà parlé, mais moi, j'ai une liste, notamment que je fais sur Amazon, où je fais une liste d'envies. Et dès que j'entends parler d'un livre et qui me botte bien, eh bien, je le rentre dans cette liste, ce qui permet, en fait, quand je me décide, de rouvrir cette liste et de regarder un petit peu ce que j'ai envie de prendre. Ça me permet aussi de temporiser. Je suis un grand lecteur, donc sinon, je peux avoir des actions compulsives d'achat envers les livres. Et donc, afin de temporiser un petit peu, j'ai déjà un backlog de livres énorme. Je mets, en fait, cet ouvrage dans la liste d'envies. Et en fait, des fois, je l'achète que plusieurs mois, plusieurs années après. Mais en fait, si le livre est toujours dans cette liste d'envie et que j'en ai toujours envie, eh bien, j'ai pas attendu pour rien. C'est vraiment que c'est une lecture qui est importante pour moi, pour ma culture perso. Et donc, cette attente fera que la lecture et l'achat sera mérité. Pourquoi je le garde aussi dans cette liste d'envie ? Eh bien, souvent, j'essaye d'acheter, pour réduire encore une fois mon budget livre qui est assez important, j'essaye de les acheter sur Le Bon Coin, donc en seconde main. Et donc, souvent, Le Bon Coin fait des week-ends où ils offrent la livraison. Bon, en tout cas, ils la mettent à 99 centimes. Et donc, il y a très peu, ça enlève 5-6 euros régulièrement sur ton achat. Et donc, en fait, moi, je stocke cette liste d'envies et dès qu'il y a un week-end promo, je recherche en fait plus rapidement des livres et du coup, le gain à l'achat est assez important. Voilà, c'est une petite technique, petit tips si comme moi, tu es grand lecteur et que tu veux économiser un petit peu. Alors, que te dire sur l'alchimiste ? Alors, peut-être je vais enlever toute attente, etc. Mais je suis obligé de te le dire parce que c'est un peu mon mood en faisant ce résumé. Moi, je n'ai pas accroché du tout sur cet ouvrage et j'ai été assez déçu parce que du coup, j'avais un petit peu d'attente. Je sais pas si c'est une question de mood, voilà, de moment dans ma vie où j'ai peut-être
besoin de choses un peu moins philosophiques et de choses un peu plus pragmatiques. Mais j'ai pas réussi à rentrer. En fait, les premières pages m'ont pas fait rentrer dans le bouquin. Moi, j'ai toujours à cœur, je n'abandonne jamais un bouquin en cours de route. Même s'il ne me plaît pas, je vais jusqu'au bout. Alors, c'est un peu pénible parfois, mais ça me permet du coup d'essayer de voir s'il n'y a pas un retournement de situation, quelque chose qui va me faire changer d'avis en cours de route dans le livre. Et surtout, si je vais jusqu'à la fin, je serai d'autant plus critique, ça sera d'autant plus valable de ce que j'ai ressenti. Donc je dis bien de ce que j'ai ressenti, ça n'enlève pas que l'alchimiste de Paulo Coelho, on va le voir après, est mondialement connu, était traduit je crois dans plus de 80 langues, et vraiment un best-seller international. Et donc moi ce que je te donne c'est juste mon retour, mon avis perso. Ça n'enlève rien à la qualité de l'œuvre, et au fait qu'il y ait des gens qui vont énormément aimer, et c'est d'ailleurs pour ça que je me force à te faire une revue de lecture et un retour dessus malgré le fait que j'ai pas aimé, parce que peut-être que toi tu vas en tirer des choses, que ça va te donner envie de le lire, et peut-être que toi ça va être une révélation pour toi. Donc surtout il ne faut pas se priver de ça par rapport à mon avis. Donc rapidement, comme d'habitude, j'aime bien introduire l'auteur. Donc Paulo Coelho, il est né en 1947, donc a priori ce monsieur est toujours en vie. Il aurait en fait aujourd'hui 77 ans. Il va d'ailleurs bientôt avoir 78 puisqu'il les aura le 24 août de cette année 2025. Et il est né, donc comme son nom pourrait peut-être l'indiquer, à Rio de Janeiro, au Brésil. Alors rapidement sa vie, qui est assez rigolote d'ailleurs, qui est assez singulière. Et avant d'être écrivain, en fait, il était auteur de chansons pour des artistes brésiliens. Et donc il a mené une vie très libre, ce monsieur. Et, il voyage, il s'implique dans des mouvements hippies. Il a d'ailleurs expérimenté la drogue, l'ésotérisme, la philosophie orientale. Alors pas que ces trois items aillent forcément ensemble, mais je pense que dans le côté effectivement projection, c'est quelqu'un qui a dû aller assez loin dans la réflexion. Il effectue d'ailleurs un pèlerinage sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne en 1986. Alors c'est assez ouf parce que moi je n'étais pas né, je suis de 1989. Et donc lui il va mener grâce à ce pèlerinage une expérience spirituelle qui bouleverse sa vie. Et donc il va d'ailleurs inspirer son premier livre majeur. Donc son premier livre majeur c'est Le Pèlerin de Compostelle, qu'il écrira ou publiera d'ailleurs, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais dès 1987. Donc il le précise d'ailleurs dans l'intro ou le préambule de L'Alchimiste, c'est ce livre, Le Pèlerin de Compostelle, qui marche plutôt au Brésil, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, le côté effectivement catholique et pèlerinage attire pas mal de lecteurs. Donc c'est un petit succès sans être international dans un premier temps. Néanmoins, juste derrière, il va réussir à publier L'Alchimiste, donc en 1988. Le livre est d'abord publié au Brésil. Au Brésil, bizarrement, contrairement au livre précédent, il ne rencontre pas un succès immédiat. Néanmoins, la traduction française puis mondiale va faire exploser la notoriété de l'auteur et de l'ouvrage. Et donc ça devient un phénomène mondial qui est traduit, je vous l'ai dit, dans plus de 80 langues. Et le livre s'est quand même vendu à plus de 65 millions d'exemplaires. Donc j'ai pas regardé les best records, le Guinness Book, mais je pense qu'il est effectivement dans des ouvrages qui sont dans le top du top, en tout cas en termes de vente. Donc rapidement, dans son autre bibliographie, qui a, comme je te l'ai dit, Le Pèlerin de Compostelle, il a écrit également dans ce connu Véronica décide de mourir, 98, 11 minutes en 2003, La sorcière de Portobello en 2006, et s'il y en a un qui pouvait me botter, L'espionne en 2016, qui est en fait sur Mata Hari. Donc voilà, vu que je n'ai pas forcément apprécié énormément l'ouvrage, je pense pas récidiver, même si je devrais, parce que ça me ferait peut-être changer d'avis. Voilà, si je me prends dans lire un, peut-être que ça sera L'espionne. Alors, Paulo Coelho, il écrit des romans courts, souvent, qui sont accessibles et qui sont souvent très symboliques. Ces thèmes, et je pense que c'est ce qui a fait son succès, sont universels. Il parle souvent de spiritualité, de destin, de quête de soi, d'amour, de liberté et de signes de l'univers, de foi. Il puise d'ailleurs dans différentes traditions spirituelles, notamment chrétiennes, orientale et ésotérique. Je ne surprend pas quand maintenant on connaît un peu plus sa biographie. Alors si on veut rentrer dans le cœur du sujet et s'intéresser à ce livre, moi je l'ai eu en format de poche. Il fallait lire environ 190 pages et il se lit assez rapidement. Bon, c'est un petit format de poche, c'est des petites pages, c'est écrit de taille moyenne, ça se dévore assez bien. Donc ce que je te propose, c'est que je vais te faire un résumé un peu global finalement, autour des thèmes principaux. Et puis après, je vais revenir un petit peu plus chapitre par chapitre, comme c'est pas un livre qui est trop long.
ça va se faire assez gentiment. Donc pour le résumer, en fait, tu as le personnage principal qui est Santiago. D'ailleurs, il commence sa première phrase de livre, finalement, comme ça. Ce que nous dit l'auteur dans l'intro, c'est que c'est un clin d'œil, si je me rappelle bien, à Hemingway, qui a commencé aussi un de ses livres comme ça. Et donc, Santiago, c'est un jeune berger andalou qui fait un rêve récurrent. Il découvre en fait un trésor caché près des pyramides d'Égypte. Et donc, il va faire successivement des rencontres avec plein de personnages emblématiques. Et donc notamment le premier qui est Melchizedek. Et donc il est encouragé par ce mystérieux roi à poursuivre sa quête. Et donc il décide de quitter sa vie simple et de partir à la recherche d'un trésor en Égypte, convaincu qu'il s'agit de la légende, de sa légende personnelle. Donc légende personnelle qui est finalement une expression propre dans le livre qui revient tout le temps, c'est-à-dire sa mission de vie en fait. Sa destinée quelque part, j'ai l'impression. Au cours de son voyage, Santiago, il traverse de nombreuses épreuves. Il se fait voler, il travaille dans une boutique de cristal, il rencontre un Anglais passionné d'alchimie et surtout, il tombe amoureux de Fatima, qui est une jeune femme du désert. Et il finit finalement à rencontrer l'alchimiste, un homme sage qui l'aide à mieux comprendre le langage de l'univers, les signes et la force de la volonté. Grâce à lui, donc Santiago, il apprend que le véritable trésor est souvent plutôt intérieur que matériel. Alors l'alchimie, je fais une petite parenthèse là-dessus, c'est pareil, l'auteur te précise en intro que lui a été très porté vers cette science de l'alchimie. Alors je connaissais pas du tout, voire pas très bien ce que c'était cette alchimie. Bon, a priori, ça comprend pas mal de choses dans la quête, en fait, effectivement, de l'élixir de jouvence, de la jeunesse éternelle, de pouvoir transformer n'importe quelle matière en or, et notamment cuivre, je crois. Voilà, et donc c'est une science, je sais pas si on peut appeler ça une science d'ailleurs, parce que c'est peut-être une science plutôt occulte, mais en tout cas, c'est quelque chose qui existe, où il y a eu beaucoup de gens qui se sont intéressés, et donc il y a tout aussi une histoire autour de l'alchimie. Et donc l'auteur, de façon individuelle et personnelle, a fait énormément de recherches, s'est beaucoup intéressé à ce thème, dont aussi le fait qu'il le mystifie dans l'œuvre. Donc pour revenir au résumé, donc finalement après tout ce long périple et tous les antagonistes qu'il a rencontrés, Santiago atteint les pyramides pour découvrir que le trésor se trouvait en fait là où son voyage avait commencé, c'est-à-dire en Andalousie, à l'endroit même où il avait fait son rêve. Donc les thèmes principaux, bien tu as le terme très récurrent de la légende personnelle, donc suivre son rêve, son destin. Tu as forcément de la spiritualité, donc la foi, les signes de l'univers, le destin. Tu as la transformation intérieure de soi, donc comme en alchimie, il y a un gros parallèle qui est fait, et l'homme doit se purifier pour atteindre l'or spirituel. Et puis tu as finalement en filigrane l'amour vrai, qui n'empêche pas de suivre son chemin, le fait que la personne te soutient, peu importe les conséquences, dans l'accomplissement de toi. En citation emblématique, alors la plus connue que tu retrouves sur Google quand tu t'intéresses un petit peu à l'œuvre, etc., ou sur d'autres logiciels, c'est, je cite, « Quand tu veux quelque chose, tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ton désir ». Voilà, donc on peut faire énormément d'interprétations de cette citation. Moi, personnellement, ce que j'en retiens, c'est qu'effectivement, si tu veux quelque chose, que c'est dans ta vie amoureuse, dans ta vie, dans ta carrière professionnelle, dans tes aspirations, tu le veux vraiment, tout va concorder et tout va faire que si tu avances, tu vas y arriver. Et donc, au contraire, c'est un espèce de mindset à te dire, tout va s'aligner pour que tu y arrives et tu n'auras pas de barrières, ou en tout cas, si tu as des barrières, ce sera éventuellement des signes peut-être qu'il faut que tu persistes et que tu ne t'arrêtes pas à ces barrières. Ça me fait penser d'ailleurs un petit peu à Jacques le Fataliste de dire, oh, mais tout est écrit. Et tout fait que tu vas aller atteindre ta destinée. Moi, je me suis noté, on les retrouve pas forcément sur Internet, mais moi, je m'en suis noté 2 qui peuvent aussi peut-être aider une réflexion et projeter. 2 autres citations. La deuxième, c'est « Ce n'était pas un monde étranger, c'était un monde nouveau ». Et donc, effectivement, Santiago, il rencontre plein de difficultés. Et donc, notamment, il part chez lui. Donc, il se retrouve autre part, dans d'autres villes, dans d'autres contrées, avec de nouvelles langues. Et en fait, c'est hyper désagréable, c'est hyper dur de sortir de sa zone de confort. Là, je le fais dans mon voyage en Espagne, quand on ne parle pas très bien la langue, quand tu as une autre culture, il y a des fois, on rencontre un peu plus de difficultés. Et en fait, ce qui est hyper intéressant via cette citation, c'est de se dire, je me ferme pas à cette nouveauté, à ce caractère étranger. Et dans mon mindset, je prends le dessus et j'en fais justement un monde nouveau, une opportunité à d'autres choses et d'autres choses positives pour moi. Donc intéressant. En tout cas, dis-moi si tu l'interprètes autrement, et je pense qu'il y a plein de façons, leur côté universel de l'interpréter, mais moi ça m'inspire comme ça. La troisième citation que j'ai notée, c'est « Tout homme est capable de conquérir ce qu'il veut et qui lui est nécessaire ». Alors forcément, cette citation a fait écho à la précédente, Je pense que c'est assez vrai.
quand tu fais preuve de résilience et que tu as un objectif, que tu ne le lâches pas, semaine après semaine, mois après mois, année après année, eh bien, c'est valable dans plein de domaines, que ce soit le sport, les projets pro, les projets perso. Je pense que du coup, on est tous plus ou moins, même si on a des facilités, même si on peut être aidé par des choses extérieures, je pense qu'on est tous capables d'aller chercher ce que l'on veut, plus ou moins de difficultés, plus ou moins de temps, mais on est tous capables d'aller le chercher. Alors, j'espère que tu as compris le sens global. Pour aller un peu plus loin, je vais te résumer donc les chapitres qui sont sans la conclusion au nombre de 8. Donc le premier chapitre, c'est sur le rêve et la décision de partir. Donc Santiago, donc le jeune berger, via son rêve récurrent, il rêve qu'il est qu'il y a un enfant qui lui indique qu'il trouvera un trésor au pied des pyramides d'Égypte. Donc intrigué, il consulte une vieille gitane d'abord qui confirme le rêve. Donc d'ailleurs gitane qui prend pour une voleuse, une diseuse de bonne aventure, mais au début on voit que il est très réticent et pas du tout ouvert à tous les trucs un peu mystiques qu'on va lui lancer. Et puis il rencontre Melchizedek, donc le fameux mystérieux roi de Salem, qui lui parle de sa légende personnelle, le fait qu'il doit accomplir sa mission unique que chacun a sur Terre. Il lui donne 2 pierres, Urim et Tumim, pour l'aider à lire les signes du destin. Et donc Santiago décide alors de vendre ses moutons pour partir. Donc, ce qui est assez rigolo, c'est que à chaque fois qu'il va rencontrer ces personnes, au début, il est hyper réticent, c'est que des signes négatifs qui lui viennent à l'esprit, parce qu'il a un raisonnement logique, etc. Mais on perçoit qu'au fur et à mesure, notamment avec le roi juste après, qu'il commence à avoir des doutes, à se dire « Ouais, mais en même temps, il avait l'air d'un vrai roi, parce qu'il avait un truc caché, en fait, sous son pagne. Il avait vraiment un truc en or. Donc, même si au début, on peut penser que c'est un scélérat, un voleur aussi, il a des petits signes au fur et à mesure. Et donc, plus il va avancer dans l'histoire, plus il va avoir une ouverture d'esprit, plus il va croire aux choses et plus il va se rapprocher et trouver ce qu'il veut finalement. Le deuxième chapitre, c'est sur la perte et l'apprentissage à Tanger. Donc, il arrive en fait à Tanger, en Afrique du Nord. Il se fait voler tout son argent. D'ailleurs, il a 2 antagonistes dans ce chapitre. Il a en fait un jeune homme qui lui revient plutôt bien et qui lui propose d'être son guide, etc. derrière. Et il a un autre homme qui est le patron du bar, qui lui, d'apparence, ne sent pas du tout. Et quand il discute avec le jeune, en fait, le patron du bar vient leur hurler dessus. Et en fait, après réflexion, il se rend compte que le patron du bar voulait juste le prévenir du danger que représentait le jeune parce que c'était un jeune voleur. Donc c'est le patron qui avait des bons sentiments. Et effectivement, il s'avère que le jeune, qui est un faux guide, va le voler. Donc comme quoi, parfois, les apparences sont hyper trompeuses. Mais comme il a la barrière de la langue, etc., il n'a pas saisi ça tout de suite. Donc Angers trouve un travail dans une boutique de cristal. Et donc grâce à son ingéniosité, il aide le commerçant à développer ses affaires. Il y reste 1 an, il apprend beaucoup sur lui-même et économise suffisamment pour reprendre le voyage. Je crois que c'est une des parties que j'ai plus aimées, en fait, ces échanges et ces idées avec vendeurs de cristaux. Alors peut-être parce que j'ai une carrière pro autour de la vente et du commerce, mais il trouve des idées ingénieuses, assez sympas. Il fait en sorte que le commerce fonctionne. Et le patron en fait, de la boutique, qui est très sceptique sur ces idées innovantes, va finalement beaucoup le respecter et ça va être des échanges assez intéressants. 3e chapitre, le désert et l'anglais. Santiago, il rejoint une caravane qui traverse le désert en direction de l'Égypte. Donc il y rencontre un anglais qui étudie l'alchimie, on y revient, et cherche donc lui également l'alchimiste, un sage censé connaître le secret de la transformation des métaux en or et de la quête spirituelle. Santiago, il commence à s'intéresser à l'alchimie, mais comprend que le savoir, en fait, il vaut rien sans l'expérience. Puis suit le chapitre de l'amour de Fatima et l'oasis. Donc la caravane s'arrête à l'oasis d'El Fayoum à cause de la guerre dans le désert. Santiago, il rencontre Fatima, donc il tombe profondément amoureux de cette jeune femme. Il pense un moment abandonner sa quête en fait pour rester avec elle, mais c'est elle qui l'encourage à poursuivre son rêve, lui disant que le véritable amour ne retient pas, et qu'il l'accompagne. Donc ça, je trouve ça intéressant dans l'équilibre familial et notamment de couple. Eh bien, parfois, et même souvent, le conjoint permet en fait de te pousser à accomplir ton rêve ou à aller au bout de quelque chose et d'avoir des appuis solides dans ses proches. Ça peut être le message de ça et c'est hyper intéressant de prendre du recul 5 minutes et d'y penser. 5e chapitre, c'est sur les signes et la prophétie, puisqu'en fait, Santiago, il va observer 2 faucons qui s'attaquent entre eux.
Et donc il interprète ça comme un signe de guerre imminente. Et on avertit les chefs de l'Oasis qui le prennent au sérieux. Et cela renforce sa réputation et lui confirme qu'il est capable de lire en fait les signes, les langages du monde qui l'entourent. Et donc enfin, il va réussir à rencontrer l'alchimiste qui l'accompagne dans la dernière partie du voyage. C'est d'ailleurs l'objet du dernier chapitre, où l'alchimiste en fait enseigne à Santiago que chacun porte en soi la capacité de se transformer, aussi bien comme les métaux peuvent se transformer en or. Il lui parle de l'âme du monde, qui est aussi une expression hyper universelle, hyper générique, l'unité finalement qui relie tous les êtres entre eux. En chemin, ils sont capturés par une tribu du désert. L'alchimiste dit que Santiago est un alchimiste capable de se transformer en vent pour leur échapper. Et donc Santiago va y arriver, va y parvenir en se métamorphosant réellement et en communion avec les éléments. Puis vint donc l'arrivée aux pyramides. Ça y est, il arrive au bout de son trajet initiatique. Il creuse à l'endroit qu'il croit être celui du trésor, mais en fait des brigands le battent et se moquent de lui. L'un d'eux lui raconte qu'il a fait un rêve dans lequel un trésor se trouve sous un sycomore dans une église abandonnée. Où ça? En Andalousie. Et c'est en fait là d'où vient Santiago, et là où il a eu son propre rêve. Pour finalement le dernier chapitre, donc c'est le retour et la révélation. Santiago, il comprend que le trésor matériel, il était là où il avait tout commencé, et que le véritable trésor était le voyage, les enseignements et la transformation intérieure qu'il a vécue. Il retourne alors en Espagne, trouver son trésor sous l'arbre, et puis il prévoit de revenir vers son amour, Fatima. En conclusion, c'est l'alchimiste, on peut dire que c'est une quête spirituelle qui montre que la richesse véritable, elle est intérieure. Le roman donc invite à suivre ses rêves, à écouter son cœur, à croire que le destin soutient ceux qui osent. Voilà pour le résumé. Alors forcément, tu l'as compris, je ne serai pas très neutre sur la critique qu'on peut trouver. Ce qu'il faut admettre, les points forts du roman, c'est qu'il y a une accessibilité qui est universelle. Je pense que c'est pour ça qu'il s'est autant vendu dans le monde, dans différentes langues. Le style de Coelho, il est simple, il est fluide, il est épuré, et ce qui le rend facile à lire pour tous les publics. Il utilise des métaphores claires et des symboles universels. Le voyage, les rêves, le désir, le trésor. Et donc le roman, il véhicule des messages forts, notamment à travers le principe de la légende personnelle, le destin et le sens qu'on doit donner à sa vie. Voilà, donc la fameuse citation qu'on a dit tout à l'heure, quand tu veux quelque chose, tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ton désir. C'est finalement une phrase qui est devenue un mantra pour des millions de personnes qui ont lu l'ouvrage. On peut dire que c'est un conte moderne, finalement, c'est une espèce de fable, et via sa dimension spirituelle, sans non plus être typé avec un aspect religieux. Cela donne une belle portée philosophique et universelle. À l'inverse, les limites et critiques négatives du livre, on pourrait citer plusieurs choses. J'ai trouvé plusieurs éléments sur internet pour étayer mes propos, mais je vais juste garder ce que je retiens. Côté un peu simplissime et naïveté du livre, moi j'ai pas aimé du tout le côté redondant donc, dans la manière où c'est écrit. En fait, les expressions type légende personnelle reviennent très régulièrement, et des fois ça rend, je trouve, un peu fade la lecture du livre, avec voilà, vraiment on a l'impression des phrases copier-coller ou en tout cas paraphrasées qui reviennent un peu en marteau-thérapie. Bon, ça m'a un petit peu parfois agacé. Les personnages, il y en a qui sont attachants, mais à l'inverse, il y en a qui sont caricaturaux, où on passe très vite dessus. C'est vrai que quand on est amoureux de la grande littérature, on aime bien en fait la profondeur des personnages, le détail qu'on leur donne, s'attacher à eux, les humaniser. Bon là, parfois ça me manque un petit peu. Et puis, autre chose, c'est le côté, quand je dis simplissime, c'est à l'inverse. Bon point que ça soit un livre et des citations très universelles qui s'ouvrent à beaucoup de personnes. Et bien, à l'inverse, ça peut aussi paraître trop perché, trop unidimensionnel. Et finalement, c'est des phrases sur lesquelles on peut rattacher tout et n'importe quoi. Donc ça peut être, il faut voir peut-être le bon côté des choses, et ça peut être très inspirant. Mais à la fois, ça porte sur moins de choses, et effectivement, ce n'est pas pragmatique. Donc il faut vraiment lire ce livre dans cette optique-là, avec beaucoup de prise de recul et cette projection intellectuelle de l'interprétation qu'on veut en faire, et qui doit être effectivement optimiste. En gros, pour des personnes qui sont habituées à lire, et notamment des ouvrages plus complexes, ça peut être un frein dans ce livre, donc il faut s'y attendre et ne pas être blasé, faire attention à cette répétition des idées, mais à l'inverse, peut-être essayer de changer de mindset, de se dire que cette répétition est faite pour te faire mûrir doucement mais sûrement cette réflexion autour des thèmes qui sont abordés par Paul Coelho. Voilà, moi j'en ai fini
pour cette revue de lecture. J'espère vraiment que ça t'a plu. Je suis ravi d'avoir pu te la faire. J'ai encore pas mal de livres à traiter. Je suis encore en train d'en lire un qui, celui-ci, à l'inverse, prend aux tripes, m'extasie. Donc j'ai hâte de te faire cette revue de lecture. Merci pour ton écoute, merci pour ta fidélité et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Hey, listen! Déjà, si tu as cette ref, tu es vraiment un GOAT. Je tenais à te remercier très chaleureusement pour avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu kiffes mon contenu? Rien de mieux que de le faire savoir. Alors vite, abonne-toi à mon podcast sur ton diffuseur favori, Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou que sais-je. Tu verras, ça se fait en un moins de rien. Tu peux également me retrouver sur YouTube, LinkedIn ou Instagram, comme tu préfères. Si tu as le courage et l'envie de laisser un commentaire et une note 5 étoiles, eh bien mine de rien, je t'en serai très reconnaissant. Ciao, ciao, à très vite.